Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Oser une école commune où les enseignements et les programmes prépareraient véritablement les élèves à être citoyens. C'est l'une des idées de l'ouvrage de notre invité. Il sera avec nous en première partie d'émission. Angle mort de l'éducation des enfants, placé à l'aide sociale, la prévention et l'information à la vie sexuelle et affective. C'est la mission d'Action Enfance. On en discute avec eux en seconde partie d'émission. Dans sa chronique, Shirley Adélaïde fera la lumière sur le droit du sol à l'occasion du récent débat à ce sujet en France. Mais tout de suite, place à l'actualité d'éducation avec Shirley. Bonsoir Shirley. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. À la une de ce journal, le sommet international de l'IA, l'intelligence artificielle, qui s'est ouvert aujourd'hui au Grand Palais à Paris. La France accueille jusqu'à demain les représentants d'une centaine de pays, dont les chefs d'État et des chefs d'entreprise. Et oui, et entre les géants américains et chinois, Emmanuel Macron pense que la France a sa carte à jouer. 109 milliards d'euros d'investissement dans l'IA ces prochaines années. C'est ce qu'il a annoncé hier soir sur le plateau de France 2. 5e pays mondial, premier pays européen. La France fait déjà bien, mais veut faire encore mieux. Et ce sommet, eh bien, c'est une manière de montrer une vision positive de l'intelligence artificielle. Le clip officiel de la promotion de l'événement ne dit pas autre chose. Regardez. Alors côté éducation, l'arrivée de l'intelligence artificielle, on le sait, eh bien c'est un bouleversement à la fois dans la manière d'enseigner et aussi celle d'apprendre. Oui, l'IA pose beaucoup de questions. Par exemple, pour l'aide aux devoirs, si les enfants y recourent trop à l'IA, eh bien vont-ils arrêter de réfléchir? Pour Mathilde Serioli, docteur en neurosciences, eh bien c'est avant tout une question d'adaptation des usages. Écoutez. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'IA, c'est un outil. Il est ni bon ni mauvais. Ce qui compte, c'est l'utilisation qu'on en a. Donc il y a une réelle responsabilité des adultes et notamment des gouvernements et des développeurs de travailler avec les experts en développement de l'enfant pour que les produits IA soient conçus pour soutenir leur développement cognitif, social et affectif et non l'inverse. Et puis bien sûr, il va falloir également outiller et accompagner les parents et les enfants dans l'utilisation de ces outils pour qu'elles soient adaptées à l'âge et au profil de chacun. Il y a donc une responsabilité des concepteurs, des parents, des adultes. Il y a aussi, face à une telle révolution technologique, une nécessité à éduquer, pense Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale, qui a annoncé jeudi dernier une formation sur l'IA dès la rentrée 2025 pour les élèves de seconde et de quatrième. Des sessions obligatoires pour ces classes et accessibles à tous les autres élèves du secondaire qui le souhaitent. Il s'agira d'une formation en ligne, également ouverte aux enseignants, au programme des cours d'apprentissage sur le fonctionnement de l'IA, les enjeux autour des datas exploitées par celle-ci ou encore l'impact environnemental de l'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas tout. La ministre de l'Éducation nationale a aussi annoncé sur X ce week-end la diffusion d'une charte d'usage de l'IA à l'école qui sera publiée au printemps. Une IA générative pour faciliter le travail des gestionnaires RH et une autre pour aider les professeurs dans le cadre d'un appel à projet. Et on va suivre tout cela, évidemment. Dans le reste de l'actualité, aujourd'hui, les trajets vers les collèges et les lycées ont été sécurisés à Épinay-sur-Orge et à Longjumeau, dans l'Essonne. Oui, car la personne qui a tué Louise, 11 ans, court toujours. La petite fille a été retrouvée morte dans la nuit de vendredi à samedi dans le bois des Templiers à Longjumeau, près de chez elle. Elle avait disparu à la sortie de son collège à Épinay-sur-Orge. D'après l'autopsie, elle a été blessée par de nombreux coups de couteau. Alors, par précaution, les deux villes, Épinay-sur-Orge et Longjumeau, ont décidé de sécuriser les trajets vers les établissements scolaires de leur territoire et l'ont fait savoir sur leurs réseaux sociaux via un communiqué. Des accompagnements à pied de nombreux parents ont aussi été mis en place, mais cela n'a pas empêché la peur de s'installer. Tous les jeunes et enfants du coin sont très marqués. Mathéo est un jeune lycéen. Il accompagnait sa petite sœur Shaina ce matin. Quand même un peu peur pour elle, on va pas se mentir. Même s'il y a la police, je vais quand même rester avec elle. Même les autres jours, je vais venir aussi. Et j'avoue que pour la petite, ça fait quand même de la peine. Elle était petite, elle ne méritait pas ça, il n'y a pas d'histoire. Léa est également très anxieuse face à ce drame. Voir que ma petite sœur, ça aurait pu être elle, parce qu'elle finissait vraiment à la même heure ce jour-là, c'est inquiétant. C'est anxiogène, tout de suite on va chercher la petite bête quand on va sortir, on va s'inquiéter de tout et on ne se sent plus trop en sécurité.
Une cellule psychologique pour le personnel et les élèves a été ouverte. Quant au dispositif de sécurité, il reste maintenu tant qu'aucun suspect n'a été arrêté, ce qui est toujours le cas à l'heure actuelle. À noter cependant que 2 personnes sont en garde à vue et que le portable de la petite Louise a été retrouvé. Une enquête a été ouverte pour meurtre. Et au sujet des violences, Elisabeth Borne va durcir le code de l'éducation. La ministre de l'Éducation souhaite en effet ne rien laisser passer pour lutter contre les élèves qui portent des couteaux. Chaque élève interpellé en possession d'une arme blanche dans les établissements scolaires sera directement envoyé en conseil de discipline. C'est par décret qu'Elisabeth Borne souhaite modifier le code de l'éducation. Cette décision intervient après quelques jours après qu'un lycéen a été grièvement blessé à Bagneux dans les Hauts-de-Seine. C'est un problème qui va au-delà de l'école. Trop d'armes blanches circulent chez les jeunes. C'est un problème auquel nous sommes confrontés quotidiennement, a déclaré la ministre. Elle boucle un tour du monde à la voile en solitaire et fascine des centaines de milliers de personnes. Violette d'Orange a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe dimanche dernier au Sables d'Olonne. Et à 23 ans, c'est la plus jeune skippeuse à avoir réussi cet exploit. Au terme de 91 jours en mer sans escale ni assistance, elle termine à la 25e place. Encore inconnue du grand public, il y a encore quelques mois, elle a su passionner les Français et les Françaises en partageant son quotidien dans son bateau via les réseaux sociaux, à tel point qu'à son arrivée, ils étaient des milliers à l'accueillir, ce à quoi Violette n'était pas tellement préparée. Écoutez. C'est que du positif, mais c'est sûr que ça fait très très bizarre quand on a vu 0 visage pendant 3 mois, qu'on est resté dans un tout petit bateau. Enfin non, au final le bateau il devient de plus en plus petit au fur et à mesure, donc on est dans notre bulle pendant 3 mois et puis du jour au lendemain il y a des milliers de personnes qui se retrouvent et qui tendent des pancartes avec marqué Violette dans tous les slogans possibles et ça touche énormément et je pense qu'hier je réalisais pas du tout, j'étais vraiment j'étais sortie de mon corps, enfin, c'était très bizarre comme sensation et petit à petit je réalise tout ça et c'est fou quoi. Violette d'Orange qui doit apprécier son retour sur Terre et qui envisage déjà un 2e Vendée Globe. Merci beaucoup, Shirley. L'école pour tous est au service du bien commun. C'est un des messages de Régis Mallet dans son ouvrage « Oser une école commune ». On en parle tout de suite avec lui. Régis Mallet, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur le Grand JT. Vous êtes l'auteur notamment de Oser une école commune, savoir et agir pour faire société, paru aux éditions Berger-Levrault. Ouvrage sous la direction également de Jean-Pierre Véran. Vous êtes une dizaine à avoir coécrit cet ouvrage, ce livre très intéressant qui interroge sur la question évidemment des programmes scolaires, de leur unicité et de leur rôle dans cette idée d'école commune. On va en parler de ce sens commun, de l'école commune. On va y venir juste après. Mais vous présentez un principe que l'on peut dire sous-coté en France, celui du curriculum. Comment le définir? Comment l'expliquer? En quelques mots, je dirais que le terme de curriculum par rapport à celui de programme présente une dimension assez caractéristique, qui est que c'est un objet à 2 faces. On projette un curriculum, c'est-à-dire qu'on a des objectifs d'éducation pour des sujets, pour des élèves, mais en même temps, on ne se désintéresse pas du parcours de ces élèves même, c'est-à-dire le curriculum, le parcours qu'ils accomplissent, le curriculum vitae, pourrait-on dire. Donc cette dimension double du curriculum est ce qui la caractérise, me semble-t-il, de la logique de programme, qui nous est plus familière, où on projette des contenus d'enseignement en référence à des disciplines. Mais la notion de curriculum renvoie également à une dimension très située de l'apprentissage, c'est-à-dire on s'intéresse à l'expérience d'apprentissage dans toute son envergure, c'est-à-dire à la fois sur le plan social, sur le plan émotionnel, sur le plan développemental au sens large, ce qui confère justement au contexte éducatif, au lieu, et probablement aussi aux acteurs de l'éducation, quels qu'ils soient, enseignants, partenaires, une fonction a priori importante. Ce qui n'est pas encore une fois contenu dans la notion de programme pour des raisons qui sont liées à notre tradition scolaire. Donc il ne s'agit pas de la critiquer comme telle, mais de considérer qu'elle n'est pas forcément très soluble dans cet imaginaire-là. Mais vous parlez de notre tradition scolaire parce que justement, finalement, c'est assez banal, si je puis dire, en tout cas admis hors de France.
Oui, c'est admis dans de nombreux pays. Je ne dirais pas que ça n'est pas complètement admis en France. En tout cas, ça n'est pas rejeté absolument, mais je crois qu'on est dans un entre-deux. Si c'est admis à l'étranger, c'est souvent pour des raisons qui sont liées à des conceptions de régulation de l'offre d'éducation. Nous avons une tradition très centralisée en France, comme vous le savez, une tradition républicaine à laquelle chacun est attaché, qui projette le commun en référence, encore une fois, à des enjeux d'offres d'éducation égalitaire. Dans d'autres pays, pour des raisons justement qui sont liées à des formes d'administration de l'école et des savoirs scolaires, la dimension locale de l'apprentissage et de l'éducation n'est pas suspecte. Alors qu'en France, il y a une dimension un peu suspecte dès lors qu'on confère une trop grande autonomie, en quelque sorte, aux territoires, aux acteurs, aux communautés éducatives, comme si, d'une certaine manière, cette autonomisation allait de pair avec une forme de rupture du contrat républicain. Ce qui, de mon point de vue, n'est pas tout à fait juste et qui n'est pas contenu dans le programme républicain initial. Et d'ailleurs, un certain nombre de pays d'Europe se caractérisent par une forme de délégation au niveau du local. Je pense à des pays d'Europe du Nord, sans que pour autant cette délégation équivale à un renoncement à un service public d'enseignement puissant. Mais pour autant, on a parlé d'autonomie des établissements. C'était une fausse idée ? Non, c'était une idée, et c'est plus qu'une idée, c'est une réalité. Dans la loi, les établissements publics locaux d'enseignement ont une autonomie. Simplement, cette autonomie est tout à fait relative, puisque la dotation horaire des établissements est calculée en référence au volume des disciplines tel qu'il est pensé au niveau national. Un certain nombre de choses sont pensées au niveau national, ce qui fait que l'autonomie réelle, en pratique, sinon en principe, des établissements est tout à fait relative. À vrai dire, pour que cette autonomie s'exerce, il faut que en quelque sorte, la dotation horaire dont bénéficient les établissements, qui leur permet éventuellement de monter du projet en plus ou à côté des heures d'enseignement classiques, aille de pair avec un soutien aux collectivités territoriales. De manière à pouvoir monter des projets tels que interdisciplinaires, tels qu'il existait ou qu'il existe toujours d'ailleurs avec les EPI. Ça, c'est impossible ? C'est pas impossible, mais simplement, une journée ne compte que 8 heures et on sait déjà que les élèves français sont parmi ceux qui passent le plus de temps à l'école et en cours. Donc, dans la mesure où les maquettes de formation, sont extrêmement chargées, bien évidemment, les heures qui restent sont très peu nombreuses. Alors, pardon, mais si je vous suis bien, en fait, c'est une proposition qui est faite, qui finalement qui est impossible à réaliser, et qui donc est un effet d'annonce, si je comprends bien. Et qui est une façon de repenser l'école, mais à l'inverse de ce qu'il faudrait faire. À vrai dire, je pense que derrière toute volonté politique, il y a une sorte de persistance dans la réforme. L'initiative qui consistait à conférer au local plus d'autonomie, la reconnaissance, y compris de la capacité des établissements, des territoires, à penser l'offre d'éducation suppose une continuité dans les efforts à la fois du politique, du législateur. Et en l'occurrence, il nous semble que, dans cet ouvrage, on le souligne d'ailleurs, que cette priorité est devenue secondaire au profit d'une recentration sur ce qu'on appelle les fondamentaux, qui permettent de nourrir une vision finalement à la fois permanente, voire immanente des savoirs scolaires, plutôt que de s'interroger véritablement sur ce qui contribue à une forme de fragmentation de la société par l'éducation ou par ce qu'elle produit, et donc plus de savoir comme réflexe en termes de politique est une manière de penser à courte vue finalement les enjeux de l'école aujourd'hui, où il s'agit justement d'arriver à penser la cohésion sociale, la préparation de tous les élèves à une société à la fois complexe et solidaire, et ça suppose un véritable travail de fond qui, de notre point de vue, n'est pas réalisé. Je crois que c'est un des éléments sur lesquels on insiste beaucoup. C'est un peu classique sous nos cieux, hélas, c'est une forme un déficit, dirons-nous, de délibération démocratique et citoyenne autour des finalités de l'école. Oui, c'est ce que vous dites, pardon, hein, je me permets de citer en plus, mais les savoirs fondamentaux ne suffisent pas, c'est par l'expérience et par la vie. Vous citez Paul Langevin dans le livre, qu'on va former des citoyens. Comment le traduire à l'école, du coup? Enfin, on ne va pas faire une dissertation pendant 2 heures dessus, mais heureusement, on n'a pas le temps. Mais c'est vrai que cet aspect citoyen dont vous parlez est démocratique, on va y revenir, bien entendu, au cours de l'entretien, mais comment le traduire? Alors, d'abord, dire que l'école française n'est pas complètement étrangère
étrangère assez problématique. On n'a pas découvert la Lune. Il y a une réflexion de fond qui est engagée déjà depuis plusieurs décennies autour de l'évolution même de l'idée de construction de la citoyenneté pour aller vers une citoyenneté plus active. Un des moments clés de ces évolutions fut en 2016 la mise en place du parcours citoyen, qui a vu une conception de la citoyenneté à la fois classique, c'est-à-dire en termes de patrimoine, en termes juridiques, de connaissance des institutions, mais aussi une approche plus active de cette citoyenneté. Chose vers laquelle il faut aller de plus en plus, c'est-à-dire considérer que la citoyenneté, ce n'est pas quelque chose qui se décrète ou qui se transmet comme un meuble de famille, mais c'est quelque chose qui se construit par l'épreuve, qui se construit aussi dans l'exemplarité des pratiques pour lesquelles l'école crée des opportunités justement de construction de ces pratiques citoyennes. On prend dans l'ouvrage un certain nombre de références étrangères, non pas pour faire leçon, mais simplement parce que l'inspiration de certaines pratiques nous paraît en tout cas pas incongrue dans le contexte qui est le nôtre, en particulier par exemple dans le fait que certains pays, et pas très lointains, comme l'Allemagne ou d'autres, comme la Finlande, développent des projets solidaires, développent des actions citoyennes, engagent finalement les élèves à un âge avancé, mais parfois assez tôt dans leur vie scolaire, dans des pratiques démocratiques plutôt que simplement dans un discours sûr. Ce qui nous paraît en fait quelque chose qui n'est pas finalement si lointain de ce que nous avons comme école, mais qui suppose une forme de confiance accrue dans à la fois les acteurs, dans la diversité aussi des territoires, de manière à ne pas faire du commun quelque chose qu'on projette et auquel on est invité en quelque sorte à s'adapter, mais plutôt à construire. Penser le commun comme quelque chose qui se construit, qui se partage, plutôt que quelque chose qui se transmet de manière verticale. Vous parliez de la Finlande justement et j'ai relevé la responsabilité de la protection et de la promotion du multiculturalisme est passée du domaine privé, c'est-à-dire les familles et associations, à l'éducation publique. Et c'est là où vous rendez effectivement le pluriculturalisme justement une réussite et l'occasion que l'on peut vérifier en Finlande. Absolument. Alors l'exemple finlandais... Je le dis pardon parce que c'est un pays qu'on cite tellement souvent aujourd'hui dans l'éducation comme un exemple extraordinaire. Alors, sans le totémiser, on peut considérer qu'il y a là des exemples intéressants, notamment dans la capacité qu'on a à penser les apprentissages d'une manière qui ne soit pas monodisciplinaire. La question des langues est particulièrement intéressante parce qu'elle est presque... Des langues et des cultures, je me permets. Des langues et des cultures, mais l'apprentissage des langues en France, à commencer par le français, est envisagé selon un point de vue toujours monodisciplinaire, monolingue. C'est-à-dire on apprend le français presque contre d'autres langues. C'est comme ça que notre école s'est construite. Une forme de rejet des langues régionales. Et au départ, en tout cas, notre école de la République s'est construite sur cette base. Évidemment, les choses ont évolué. Mais ce que je veux dire, c'est que les langues étrangères, y compris en France, sont toujours pensées un peu de manière monodisciplinaire. On n'envisage pas les contacts linguistiques. On n'apprend pas les langues ensemble. C'est-à-dire qu'elles sont très, très symptomatiques d'une vision très tubulaire des apprentissages disciplinaires. Or, la particularité et l'intérêt du modèle finlandais, mais il en existe d'autres, je pense à l'Estonie par exemple, c'est que justement, ils pensent la question de l'apprentissage des langues dans un même temps, c'est-à-dire à la fois l'apprentissage du finlandais, mais aussi des langues des élèves, notamment en référence aux élèves primo-arrivants, et toute une série de rapports à la fois aux disciplines et aux langues qui permet de jouer sur la transversalité des apprentissages et de nourrir finalement les apprentissages disciplinaires d'un contact entre elles. Et pour les langues, c'est particulièrement précieux, mais ça vaut pour d'autres. Je veux dire que ce soit justement en Finlande ou dans d'autres pays européens, mais aussi bien au Canada, il y a un chapitre autour de la référence à l'Ontario, l'un des intérêts, c'est qu'effectivement, on essaye de penser les contenus d'enseignement en référence à des problèmes, à des problématisations. C'est-à-dire qu'au lieu de partir sur des savoirs qui seraient posés là et qu'il s'agirait tous de posséder ou de s'approprier, de considérer que ces savoirs, on ira plus facilement vers leur construction en partant de problématiques qui, elles, ne sont pas ancrées dans des disciplines, mais sont communes à plusieurs disciplines. Et ainsi, on fait travailler les disciplines ensemble et on crée du sens, le fameux sens qu'on donne aux apprentissages. Il naît aussi de la capacité qu'on a à faire problème d'un certain nombre de connaissances et du coup d'engager, de mobiliser autour de l'apprentissage selon des points de vue
disciplinaire pluriel. Cette dimension-là, elle est pour nous essentielle parce que nous sommes dans une école, c'est particulièrement vrai au niveau du secondaire, où on a pensé, comme je le disais tout à l'heure, l'organisation des savoirs selon une logique de couloir, finalement, une logique assez tubulaire, qui finalement fait que les enseignants eux-mêmes n'ont pas une vision globale du curriculum ou du programme. Ils ont une vision très claire de ce qu'ils ont à enseigner parce qu'ils sont experts de leur discipline, et je dis leur au singulier, leur discipline au singulier, quand pour beaucoup d'enseignants du secondaire en Europe, ce sont des enseignants qui sont polyvalents, mais la vision globale, la vision de l'ensemble du curriculum, eh bien, elle échappe. C'est un vrai problème, parce qu'en face, il y a des élèves qui, eux, doivent le saisir. Il y a beaucoup de choses à dire, Régis Maillet, sur votre ouvrage, votre ouvrage commun. Mais sur cette question-là, en réponse assez rapide, est-ce que les enseignants peuvent avoir la liberté, justement, cette liberté-là, de s'ouvrir, effectivement, à la transversalité et à tout ce socle commun de connaissances, par la vie, par l'expérience et par les savoirs fondamentaux, ou est-ce qu'ils sont tenus parce que la société, justement, les contraint? Alors écoutez, c'est une question complexe, mais à laquelle je vais répondre assez rapidement. Vous avez 10 secondes. Pour vous dire simplement que, en effet, les enseignants ont cette liberté. La liberté pédagogique est inscrite dans les statuts et c'est une excellente chose. En revanche, ils ont une liberté qui est bornée par le fait qu'il y a des programmes. Et en conséquence, ils n'ont pas une liberté de faire ce qu'ils veulent avec, par exemple, d'autres disciplines autour de projets. Ce qu'ils font néanmoins, mais je dirais presque d'une manière, dans un supplément d'âme. Rien véritablement ne justifie ou ne les engage particulièrement à cela. Simplement, ils le font, mais ils pourraient ne pas le faire, justement, précisément parce que à la fois leur mission est quand même centrée sur leur discipline. Par ailleurs, il y a un autre élément, c'est que je crois que la société elle-même n'est pas complètement mûre pour cette vision transversale, précisément parce qu'il y a une forme d'intériorisation par beaucoup d'usagers de l'école, du fait qu'il faut que leurs enfants excellent dans un certain nombre de disciplines, des disciplines académiques, qui vont faire la différence. C'est-à-dire que là aussi, il y a un enjeu fort, c'est-à-dire qu'il y a dans l'organisation de l'école une véritable lutte des places, comme disent certains sociologues, qui finalement alimentent des parcours de stratèges, de placement, qui font qu'on n'a pas le temps, en quelque sorte, de se dire, bon, on va créer du sens, Non, il faut jouer le jeu pour tirer son épingle du jeu. Cette vision-là, qui est marquée par une conception très compétitive de l'éducation versus, on pourrait dire, marquée par la coopération ou des compétences, justement, en termes de collaboration, de travailler avec les autres, de vivre ensemble, elles sont omniprésentes. Parce que notre éducation est d'abord centrée sur l'individu et sa capacité à réussir, et donc sur la base du mérite individuel, plutôt qu'elle n'est pensée sur une base du collectif, comme horizon, justement, de ce fameux commun dont on parle. Alors, le socle commun, le collectif, la démocratie, tout ça, avec toujours ce problème d'inégalité des chances. C'est-à-dire toujours un tri social qui s'opère et que vous dénoncez, évidemment, et que vous expliquez, un tri qui se perpétue à l'école, pour vous citer exactement la phrase. Donc, ça veut dire les plus forts d'un côté, les plus faibles de l'autre. Ça veut dire ceux des milieux modestes d'un côté, ceux des milieux favorisés de l'autre. Est-ce que c'est un faux semblant lorsqu'on parle, du coup, d'égalité des chances, puisque ça revient constamment dans le débat ? C'est un faux semblant ou c'est un contresens, puisque s'il y a bien quelque chose qui est inégalitairement distribué, ce sont les chances en matière scolaire. Le rapport, justement, que les individus construisent au savoir scolaire n'est pas équivalent. Il est toujours marqué, toutes les sciences sociales l'ont quand même bien montré depuis plus de 5 ou 6 décennies. Donc cette affaire-là, elle est connue. Il y a cette égalité des chances, est une fiction, est une mythologie. En revanche, ce qui la fait tenir, c'est le fait que ce que produit l'école est toujours fondé sur une sorte de régime de justification qui se tient, qui est de dire, au fond, l'égalité de l'offre fait que chacun a ses chances. Et que si les individus ne le saisissent pas, au fond, eh bien, c'est sans doute parce que ils n'ont pas mérité, en quelque sorte. Donc cette logique méritocratique, qui produit sur des bases finalement assez sûres d'elle-même de justice scolaire, de justice liée justement à la performance individuelle, une ségrégation qui à la fin des fins est sociale, c'est-à-dire qu'en effet, pour des raisons qui sont complexes et sur lesquelles on ne va pas entrer, mais un certain nombre de ceux qui ne réussissent pas à l'école sont marqués justement par certains accroches sociaux, pendant que les autres, précisément parce qu'ils ont à la fois compris ce qu'était l'école, et que par ailleurs ils ont les codes pour le saisir, eux tirent leur épingle du jeu. Donc il y a effectivement un miroir aux alouettes qui est quand même
assez problématique et qui tient aussi parce qu'il y a toujours, au bout du compte, des exceptions consolantes, comme on dit, qui sont finalement là pour nous dire que finalement j'y suis arrivé bien que mes parents étaient... Donc vous avez là quelque chose d'assez pervers d'une certaine manière comme construction, mais qui finalement tient. Mais qui tient jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on s'intéresse justement comme nous nous intéressons à la question de quel commun nous construisons, eh bien on s'aperçoit que ce commun-là est extrêmement fragile et pour le coup, il est presque complètement mythifié par rapport à la réalité d'une société qui, sans doute par l'école, mais pas seulement par l'école, est quand même assez largement fragmentée. Notamment, en plus, mais on parle de commun tout en continuant à classer les élèves. Filière générale, filière pro, filière technologique. Enfin, je veux dire... En fait, si vous voulez, c'est un des éléments qui différencie aussi la question du curriculum du programme, que je n'ai pas souligné, c'est que le programme, par définition, comme il est national, et que globalement il s'impose à tous les enseignants, etc., le moyen de vérifier la conformité de la performance des élèves avec ce programme, à un instant T, c'est-à-dire un programme, il est pensé pour 1 année, pour 2 années, etc., ça va être la note. Et donc le verdict scolaire, dans la logique de programme, va être particulièrement décisive dans ce que deviennent les élèves. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs une crispation par rapport à la performance scolaire, par rapport à la note, par rapport à l'examen. Le programme va toujours de pair avec une conception très sommative des évaluations. Ce qui n'est pas le cas dans la perspective du curriculum, où précisément on pense l'évaluation, non pas en référence à un programme, mais par rapport... justement par rapport à des enjeux qui peuvent être à la fois très situés, très individualisés, très personnalisés, de développement, de réussite en référence à son propre potentiel de réussite, ce qui évidemment suppose aussi des moyens en quelque sorte qui se mesurent tout simplement par le fait que dans ces pays que j'évoque, comme l'Estonie, que j'évoque bien volontiers parce qu'il a été identifié comme un des pays qui réussissait le mieux en Europe dans le cadre des évaluations internationales récentes, Team sous PISA, c'est que si on observe de manière très très concrète la façon dont justement l'offre d'éducation est pensée, un des premiers éléments qui sautent aux yeux, c'est que les classes sont beaucoup moins chargées en Estonie qu'ils le sont en France. La France, c'est le pays dans lequel il y a le plus d'heures d'enseignement et qu'il y a le plus d'élèves par classe. D'élèves par classe, évidemment. Dernier petit point, et j'aimerais bien continuer cette discussion, mais on n'a pas le temps. Dernier petit point sur l'orientation, parce que ça se joue beaucoup. Vous parliez de somatisation par rapport aux notes, par rapport à l'évaluation. Bon, les profs sont aussi là pour noter, c'est aussi là leur métier, leur job, bien entendu. Mais c'est vrai que dans votre livre, vous dites que finalement, certains choix d'orientation accordés à l'élève sont régis par une procédure où l'avis des professeurs prévaut à celui de l'élève. Et c'est vrai que cette orientation, finalement, on se dit, mais est-ce que c'est l'élève qui l'a réellement choisi ? C'est la question. C'est un des éléments du problème, en effet, c'est que nous sommes, et ça nous amènerait sur des terrains assez complexes, mais qui ont été documentés, c'est le fait qu'effectivement, nous sommes en France dans une école dans laquelle, finalement, l'orientation ne se pose jamais finalement lorsqu'elle se pose précocement que sur fond de désorientation d'une certaine manière. On pose finalement la question de l'orientation des élèves lorsque précisément l'élève n'arrive pas à avancer dans son parcours scolaire disons, sans histoire. Dès lors qu'il y a des histoires, comme on dit, eh bien, du coup, on lui propose des offres de formation, des offres d'orientation qu'il n'aura pas forcément choisies, on parlera alors d'orientation passive, et qui sont à mettre en perspective avec le fait que cela participe assez grandement on pourrait dire, d'une dévalorisation de certaines orientations par rapport à d'autres. Pour des raisons que j'évoquais tout à l'heure, le fait que nous ayons une valorisation très forte de disciplines académiques fait que l'orientation vers des savoirs professionnels, techniques, pratiques, sont des éléments qui, disons, sont dégradés dans l'imaginaire scolaire et l'imaginaire social, là où, en fait, objectivement, rien ne le justifie, si vous voulez. Les activités professionnelles s'en trouvent elles-mêmes dégradées, alors que elles sont d'égale dignité, si vous voulez, dans l'espace social. Et même, elles ont une fonction souvent même décisive. Donc, il y a là des enjeux qui sont comment on arrive, effectivement, à concevoir que quel que soit on pourrait dire les capacités de satisfaction à un certain nombre d'attentes de l'institution, on arrive à faire des élèves acteurs de leur propre orientation, plutôt qu'on décide en effet à leur place
ce qu'ils feraient bien d'envisager pour leur avenir. Beaucoup de choses à apprendre, à lire, à relire dans cet ouvrage « Oser une école commune, savoir et agir pour faire société » aux éditions Berger Levrault, sous la direction donc de Régis Mallet ici présent, que je remercie de sa venue, ainsi que de Jean-Pierre Véran et tout un tas d'autres experts formidablement intéressants qui donc ont participé. Merci à vous d'être venus sur le plateau du Grand JT. On va marquer une courte pause, on se retrouve tout de suite. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je voyais pas énormément de jeunes, je me reconnaissais pas énormément dans les listes parce qu'il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était deux objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire un, hausser le niveau général des enfants de France, deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. Nous sommes de retour dans le Grand JT. Je suis ravie d'accueillir Jamel Senadji. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous par Skype. Vous êtes directeur de l'Action Enfance de Chinon. Action Enfance agit en faveur de l'éducation à la vie affective et sexuelle aussi pour les jeunes placés à l'ASE. On va bien sûr en parler. Mais avant cela, j'aimerais bien qu'on refasse un petit point sur Action Enfance. Action Enfance, c'est plus de 3000 enfants accueillis depuis 1958 maintenant. Plus de 15 villages d'enfants et d'adolescents qui sont accueillis dans toute la France. Alors à quoi ressemblent ces villages ? À des maisons d'habitation en cœur de ville ou un peu plus éloignées. Souvent, les enfants sont accueillis dans des petites maisons. En fait, ils dépassent rarement les effectifs de 6 enfants pour 2 éducateurs par semaine. Et donc, en fait, ça ressemble aux maisons de chacun d'entre nous. Oui, c'est vrai, des maisons, on a réessayé de refaire en fait le symbole de la famille à travers ces maisons-là. Il faut savoir quand même que la Fondation travaille avec l'aide sociale à l'enfance, tout ça est extrêmement réglementé. Et vous recevez des enfants qui ont vécu, qui ont subi des maltraitances psychologiques et ou physiques. Comment sont formés les éducateurs ? Alors souvent, ils sont formés déjà à la base en école de travail social. Ils arrivent souvent avec un bagage d'éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, et puis d'autres qui viennent parce qu'ils ont cette appétence à pouvoir accompagner les enfants. Donc là, pour accompagner en priorité les enfants en danger, je l'imagine, comment ça se passe avec l'ASE, avec l'aide sociale à l'enfance ? Vous travaillez de concert ?
Oui, totalement. C'est une coordination totale. Le juge place les enfants via une ordonnance de placement, souvent liée à des maltraitances, des négligences et parfois des situations, on va l'élaborer, en parler tout à l'heure, des situations d'inceste, de violence sexuelle. Ensuite, ils sont placés donc à l'ASE, et l'ASE trouve l'établissement le plus adapté à leur prise en charge. En l'occurrence, l'Action Enfance, c'est plutôt lié à l'accueil de fratries, et de ce fait, on reçoit souvent des frères et sœurs ensemble dans l'établissement. Et on voit qu'en fait, l'âge des enfants est assez jeune. Hein. J'ai vu une moyenne à peu près de 6-8 ans, il me semble, pour beaucoup d'enfants qui sont à Action Enfance. Je crois environ 1000 cette année, recueillis un peu plus de 1000. Ces enfants-là, il y a un regroupement des frères et sœurs, vous l'avez dit, c'est ça, au maximum, de manière à pouvoir retrouver effectivement cet esprit de famille. Mais est-ce qu'ils peuvent après réinsérer leur propre famille au bout de quelques années ? Réintégrer plutôt. L'objectif, c'est pas de les garder ad vitam aeternam, mais il s'avère que souvent, comme on est sur le dernier versant de la protection d'enfance, on est bien sur des notions de danger. Il n'est pas rare que les enfants passent aussi très longtemps dans nos établissements. En l'occurrence, on les récupère parfois après déjà plusieurs situations de placement, parfois séparées, et donc nous, on a vocation à recueillir et à rassembler à nouveau les fratries. On est sur des durées de placement qui vont de 4 ans à 7 ans en règle générale. On est plutôt sur des placements longs en ce qui concerne les villages d'enfants. Ces enfants sont scolarisés pour la plupart ? Oui, essentiellement, enfin totalement même. Les plus jeunes, évidemment, on est plutôt sur des accueils d'éveil du style crèche, centre de loisirs, mais dès qu'ils sont en âge de scolarité, ils sont scolarisés à proximité du village, dans les écoles classiques et tout à fait normales. Alors pourquoi il était essentiel pour vous aussi de s'engager sur la question de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle pour ces jeunes ? D'abord parce que ils arrivent souvent avec un bagage relativement empreint de ce genre de difficultés. Ils ont une estime d'eux-mêmes qui n'est pas toujours à la bonne place et à la bonne hauteur. Donc l'idée, c'est de travailler sur le relationnel, la vie affective, et puis essayer de recueillir le maximum la parole des enfants sur des faits qui arrivent une fois qu'ils sont en sécurité chez nous, qu'ils se sentent relativement sécures. La parole se libère parfois et on découvre des situations délicates, voire même assez violentes pour des enfants, soit jeunes, soit moins jeunes, mais qui finissent par à chaque fois trouver des espaces de parole. Et donc l'idée, c'est d'accompagner nos équipes à travailler avec ces enfants qui vivent des situations de traumatisme. Oui, c'est ça ce que je disais, hein. Ce sont pratiquement souvent des situations de traumatisme pour ces enfants-là, comparativement à ce qu'on pourrait imaginer dans tous les établissements français. En proportion, forcément, beaucoup plus d'enfants touchés par cette problématique-là, et donc des enfants qui sont, dès le départ, peut-être un peu, comment dirons-nous, ils ont du mal à parler, du mal à s'ouvrir sur ces questions-là, non ? Oui, tout à fait. Surtout qu'ils sont parfois aussi en situation de culpabilité par rapport à la situation de placement. Donc il y a aussi toute une période d'accoutumance pour sortir d'un conflit de loyauté avec les parents. Ils sont souvent considérés comme, ils se considèrent souvent comme responsables de la situation de placement, là où en fait les parents étaient souvent maltraitants ou négligents. Alors, comment vous les accompagnez justement au quotidien pour parler on appelle ça les VARS maintenant, hein, de cette vie relationnelle, affective et sexuelle, en fonction des âges déjà ? Oui, en fonction des âges bien sûr, en fonction des typologies, en fonction des handicaps également, puisqu'on a aussi des situations où les enfants sont accompagnés soit par la MDPH, soit en fragilité psychique. Et du coup, on s'adapte en fonction des projets personnalisés, c'est-à-dire que chaque enfant est singulier. Dans une même fratrie, les personnes n'ont pas vécu toujours les mêmes choses, ou en tout cas n'ont pas les mêmes traumatismes. Donc en fait, l'idée, c'est d'individualiser la prise en compte de ces situations-là le plus finement possible. Voilà. Au départ, les éducateurs sont beaucoup présents, c'est-à-dire qu'il y a une récurrence éducative chez nous qui fait qu'ils voient toujours les mêmes éducateurs sur une temporalité plutôt longue. Et du coup, la parole se libère à ce moment-là. Et puis, on accompagne nos équipes via donc un laboratoire EVARS qui nous permet en effet de nous doter d'outils, d'essayer, d'innover sur cet accompagnement et à la libération de la parole.
D'autant plus important pour ces jeunes placés à l'ASE qui souvent se retrouvent à peut-être 15 ou 16 ans un peu en propre autonomie. Oui, alors tout le parcours de placement fait qu'en effet, on accompagne des parcours longs, on l'a évoqué tout à l'heure sur des placements longs, et du coup, il n'est pas rare d'avoir des enfants qui arrivent très jeunes, autour de, on va dire, 6 ans, et puis ils sont avec nous jusqu'à leur sortie du dispositif. Donc la trajectoire, le parcours, l'accompagnement qu'on peut promouvoir, ça leur permet de devenir des adultes un peu moins abîmés, en tout cas, sur ces situations-là. Des possibilités de prostitution, on le sait malheureusement pour ces enfants placés à l'ASE. C'est d'autant plus compliqué pour vous, je l'imagine, d'aborder ces sujets, mais d'autant plus important, forcément. Donc une formation spécifique aussi pour les protéger de cette autonomie après. Absolument. Alors la question des situations à risque, hein, c'est évoqué. On a des ateliers qui permettent en effet de promouvoir et de prévenir au maximum les risques encourus. Ils sont en grande fragilité à pas mal d'endroits et d'une grande maturité à d'autres. Donc en fait, tout le travail, c'est de les amener à se respecter, à respecter les autres, et puis surtout à anticiper les situations de danger. Alors, si on ne parle pas de danger, on parle évidemment de relations, hein, les relations entre amis, entre éducateurs, enfants, enseignants, enfants aussi, et puis amoureux. Quelles sont les fausses idées, les préjugés, les mots en fait de ces jeunes-là à l'encontre de la sexualité ? Alors paradoxalement, ils sont assez timides, ils évoquent très peu les choses puisque à la maison, c'était souvent très ouvert, peut-être trop. Et du coup, quand ils arrivent chez nous, ils sont quand même plutôt dans la discrétion totale vis-à-vis de leur propre sexualité, leurs sentiments également. Et du coup, l'idée, c'est en effet, nous, d'amener une forme de désacralisation de la situation et du rapport à l'autre. Difficile de désacraliser le rapport à l'autre, effectivement. Alors, on peut aussi parler, bien sûr, des IST et des grossesses. Ça aussi, c'est un autre sujet qui fait partie de ces cours d'EVARS que l'on va enseigner à tous les élèves en France et aussi, évidemment, grâce à Action Enfance. Pareil, ont-ils des notions de cela ou arrivent-ils complètement dans l'inconnu ? Bon, souvent, ils arrivent dans l'inconnu, donc l'accompagnement est vraiment en proximité avec surtout les jeunes filles sur les périodes de ménorrhée, sur les premières difficultés, les premiers émois amoureux. La question à chaque tranche d'âge qui se pose sur la relation à l'autre. Mais l'idée, c'est aussi d'accompagner à la santé. Donc en fait, on parle beaucoup de sexualité dans le débat aujourd'hui, mais il est surtout aussi question de prendre soin. Donc en fait, les médecins traitants, les gynécologues quand c'est à un certain âge, l'idée d'accompagner ces jeunes filles et ces jeunes garçons à comprendre leur corps et à appréhender leur environnement. Oui, c'est ça. C'est aussi toute la notion d'estime de soi qui est très importante et qu'on va retrouver, bien entendu, d'autant plus pour ces enfants qui ont été placés, qui sont certainement, j'imagine, choyés au sein de Action Enfance, mais qui forcément ressentent l'abandon. C'est tout à fait ça. Donc l'idée, c'est aussi qu'ils aient une vie sociale la plus épanouie possible. Donc en fait, énormément de choses se font à l'extérieur. Ils ont une vie sociale avec les clubs de sport à proximité, la scolarité, on l'a évoqué. Tout ce qui peut être fait à l'extérieur permet en effet de travailler sur l'autre et sur leur environnement en fait. On évite aussi l'entre-soi en établissement qui est souvent d'actualité. Donc l'idée, c'est aussi de s'ouvrir à l'autre, d'avoir les premières relations amicales, plus tard amoureuses. Donc en fait, l'idée, c'est d'accompagner aussi toutes ces situations de vie sociale, tout simplement. Dans ces villages d'enfants, il y a beaucoup d'infrastructures sportives ou pas? Parce que c'est très important justement dans le cadre des relations. Absolument. On a beaucoup d'établissements qui sont dotés de city-stades, etc. Mais là encore, l'idée, c'est d'aller faire du sport à l'extérieur, rencontrer d'autres personnes, d'autres jeunes de cette tranche d'âge. Donc en fait, on fait aussi bien en interne qu'en externe toutes les activités possibles et imaginables, mais comme tout à chacun dans la vie sociale et dans la vie normale. Merci beaucoup d'avoir participé au Grand JT, Djamel Senadji. Merci à vous. On salue tous les enfants du village de Chinon qui sont avec vous. Vous êtes directeur Action Enfance de Chinon. Merci. Tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Shirley.
À peine le tumulte autour du budget retombé à l'Assemblée, eh bien un autre débat refait surface, celui de la nationalité française. Oui, à l'origine, une réforme du droit du sol à Mayotte, soutenue par le gouvernement. L'occasion, du coup, de faire le point sur ce droit, Charlotte. Oui, tout a commencé avec cette proposition de loi des Républicains, adoptée en première lecture jeudi dernier à l'Assemblée nationale. Proposition qui vise à durcir le droit du sol à Mayotte et donc l'obtention de la nationalité sur ce territoire. Malgré l'opposition de la gauche, le texte soutenu par le gouvernement et le RN a été voté. C'est le Sénat qui doit maintenant l'examiner. Alors que prévoit ce texte? Un enfant né à Mayotte ne pourra devenir français à sa majorité que si ses deux parents, et non plus un seul, ont résidé légalement et de façon ininterrompue en France pendant 3 ans avant sa naissance, contre 3 mois aujourd'hui. Initialement, la proposition des Républicains fixait ce délai à 1 an, mais il y a eu une sorte de confusion pendant le vote. Certains députés de gauche se sont trompés, ils ont soutenu un amendement UDR qui rallongeait cette durée. Conséquence, Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, a promis de revenir sur le délai initial lors de l'examen de la proposition au Sénat. Néanmoins, il ne cache pas son intention d'aller plus loin. Écoutez, il était sur France Info vendredi dernier. Je suis favorable à cette modification constitutionnelle du droit du sol à Mayotte, en Guyane, et je pense que le débat public doit s'ouvrir sur le droit du sol dans notre pays. Abroger le droit du sol en réformant la Constitution via un référendum ou une prochaine élection présidentielle. Voilà une position que Gérald Darmanin défendait déjà quand il était ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. À noter que la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, s'est prononcée contre la semaine dernière. Alors comment fonctionne ce fameux droit du sol en France, dans toute la France? Il n'est pas absolu comme dans d'autres, comme certains pays. Il est conditionné? Très conditionné. Alors d'abord, le droit du sol, c'est une des façons d'accéder à la nationalité française, car il en existe plusieurs. Vous le savez, la naturalisation, le mariage, le droit du sang, ça c'est quand on est automatiquement français à partir du moment où un de nos deux parents est français, quel que soit notre lieu de naissance. Et puis pour obtenir la nationalité française, il y a évidemment donc le droit du sol, principe constant du droit français depuis 1515, jamais remis en cause depuis la loi de 1889. 2 cas de figure à distinguer: l'attribution de la nationalité française à la naissance. On devient français si on est né en France de 2 parents apatrides. Il y a aussi cette histoire du double droit du sol qui est un peu complexe, je la mets de côté. Autre cas de figure du droit du sol, l'attribution de la nationalité, cette fois à la majorité. Alors là, c'est quand un enfant né en France de parents étrangers peut devenir français à 18 ans, si et seulement si il a vécu en France pendant au moins 5 ans, depuis l'âge de 11 ans. Il peut aussi demander la nationalité dès 13 ans. Et là, c'est s'il vit en France depuis 5 ans, depuis ses 8 ans et pendant 5 ans. Voilà, c'est quand même assez complexe, mais on le voit, il y a beaucoup de conditions. Donc, quand les 2 parents sont étrangers, il ne suffit pas donc de naître en France pour être français. Autre particularité du droit du sol en France, il n'est pas le même partout. Oui, et l'exception, c'est Mayotte, seul territoire d'outre-mer où le droit du sol a été restreint par une dérogation spécifique depuis la loi du 10 septembre 2018, dite loi Collomb. En plus des critères habituels de résidence de l'enfant, ce qui compte aussi, là, c'est la situation des parents avant la naissance de l'enfant. On l'a dit, à ce jour, elle doit être régulière depuis au moins 3 mois, durée qui va peut-être augmenter si la proposition de loi des Républicains aboutit. Voilà. Alors pourquoi cette différence? À Mayotte, selon les chiffres de l'INSEE, 1 personne sur 2 est de nationalité étrangère. Donc l'objectif affiché des politiques, c'est de contenir l'immigration, notamment l'immigration illégale qui provient des Comores voisines. Or, certains chiffres remettent en cause l'efficacité de cette réforme. Si le nombre d'acquisitions de la nationalité française à Mayotte a bien chuté depuis cette loi, pas de changement notable, en revanche, du côté des flux migratoires. L'an dernier, des professeurs de droit public ont signé une tribune dans Le Monde pour s'opposer à l'abrogation du droit du sol. Ce droit est beaucoup moins attractif pour les étrangers qu'il n'y paraît, selon eux. Pour Marie-Laure Basilien-Guinche, professeure à l'université Jean Moulin à Lyon 3 et co-autrice de la tribune, les critères de la réforme de 2018 étaient déjà quasi impossibles à satisfaire. Elle dit, je cite, « Les migrants originaires des Comores ou de l'Afrique des Grands Lacs arrivent quasiment tous en situation irrégulière. Il est pour eux
très difficile d'obtenir un titre de séjour et une régularisation. Alors, est-ce que durcir une loi qui était déjà dure aura une incidence? La question se pose, d'autant plus qu'aucune étude d'impact sur cette réforme de 2018 n'a eu lieu. Alors, en attendant, François Bayrou a souhaité pousser plus loin la réflexion. Il veut un débat plus large que le droit du sol. Oui, c'est quoi être français? Comment accède-t-on à cette dignité de français? C'est toute la France qui se pose cette question, a-t-il déclaré. Or, cette initiative divise. Pour Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes et d'origine roumaine, peu de choses à attendre de ce débat, ni même de la remise en cause du droit du sol. Il était hier sur France Inter. Je suis devant vous, le fils d'un père qui était apatride quand je suis né. Ma mère est née en France de parents étrangers qui sont arrivés en France 1 an avant sa naissance. Et je me suis dit, est-ce qu'avec la suppression du droit du sol, je serais français? Et ma réponse n'est pas claire. C'est un débat extrêmement bourbeux, parce que il y a des millions de Français qui se poseront la même question que je me pose. Suis-je français? Si on supprime le droit du sol, on va être obligé de recourir à des registres, puisque votre carte d'identité ne fera plus foi. On créera une complexité massive. Et on ne résoudra rien. Donc Pierre Moscovici sur France Inter. Et si on regarde autour de nous, Virginie, l'année dernière, l'Allemagne a assoupli l'accès à la nationalité pour favoriser l'intégration. Au Danemark, c'est le contraire. Eux, ils ont durci les critères pour acquérir donc cette nationalité danoise. Plus d'exigences sur la maîtrise de la langue. Et puis Donald Trump aux États-Unis qui a relancé en tentant de supprimer le droit du sol protégé par le 14e amendement de la Constitution. Bref, redéfinir la nationalité face aux flux migratoires, un phénomène qui n'est pas propre à la France. Maintenant, est-ce que le grand débat souhaité par le Premier ministre va donner quelque chose? Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, ce sera l'objet d'un débat sur School TV, c'est certain, croyez-moi. Merci beaucoup d'avoir réalisé cette chronique, Shirley. Et puis, on va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le ZAP. Au-delà de cet aspect rôle modèle qui est clé, qui est d'ailleurs au cœur de à la fois votre podcast et votre livre, on va en parler dans un instant, un sujet de respect de la différence, respect de l'autre aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous êtes dans cette émission qui s'appelle l'École du futur, à l'école, quelque part dans notre système éducatif, ce respect de la tolérance, de la différence est assez mis en avant? Est-ce que c'est une question sociétale, culturelle, quelque part? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement que plus jamais ce que vous avez vécu ne soit à nouveau vécu par une autre petite fille? Alors c'est une très bonne question parce que les premiers regards que j'ai eus d'autres enfants étaient en crèche. Quand ma fille avait 3 ans, dernière année de crèche, quand je venais la chercher, il y a des enfants qui arrivaient et qui disaient à Madeleine « Pourquoi ta maman n'a pas de main ? Pourquoi ta mère cache sa main ?» Enfin, je ne la cachais pas, mais pourquoi elle n'a pas de main, etc. Et donc, moi, j'avais expliqué au préalable à Madeleine, voilà, ta maman, elle a une main qui est différente de l'autre, mais c'est une main magique. D'ailleurs, elle appelle la main magique. Il y a d'autres enfants qui vont dire que c'est la main crabe. Mais en fait, je dis, tu vois, elle fait tout comme l'autre main. Elle t'a porté, elle t'a allaité, elle fait tout comme l'autre main. Et donc, Madeleine répondait à ses camarades, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Ma mère, elle a une main et puis elle est magique. Donc, à partir du moment qu'on explique pourquoi il y a ces différences, pourquoi et tout ce qu'on peut faire avec aux enfants, c'est vraiment la question du pourquoi. Ils sont dans une curiosité, ils ont besoin de réponses. Et quand je suis arrivée à l'école et que j'ai proposé aux enseignants, voilà, j'aimerais bien que vous expliquiez mon histoire aux enfants, il y a eu quelques réticences. Donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, il faut ouvrir ces débats dans les classes. Il faut raconter ces autres histoires, ces autres récits, et de montrer que toutes les différences font, en quelque sorte, sont nos forces et qu'on peut tout faire, en fait. Monsieur Nambrini, l'égalité des chances, ça passe aussi par le soutien des mères isolées? Oui, bien sûr. Là, vraiment, quand on a suivi l'épisode des Gilets jaunes, les mères isolées, soucieuses de l'éducation de leurs enfants, ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué. Et ça nous a confortés dans nos choix politiques pour accompagner ces personnes. Une maman isolée, comme celle qui vient de s'exprimer, enfin, je ne sais pas si elle est elle-même maman isolée, en tout cas, voilà, elle est à l'initiative du projet. Je crois qu'elle peut bénéficier de ces dispositifs, de l'aide aux devoirs en particulier. Vous voyez, je crois que c'est une préoccupation qui nous retient beaucoup.
ça comprend plein de bénéfices. Alors d'abord, il y a des bénéfices tout à fait immédiats. C'est ce que vous appelez le nid du plaisir. Pourquoi c'est important pour le tout petit? Alors, moi, c'est vraiment le premier argument que j'ai voulu mettre dans le livre, vous avez vu, parce que c'est vrai que c'est pas un argument, très à la mode dans, par exemple, ce qu'on a comme études scientifiques. On a énormément de données sur l'apport de la lecture en termes de langage, de réussite scolaire, on y reviendra peut-être, etc. Mais on n'a pas d'études, en tout cas, je ne les ai pas trouvées, donc si quelqu'un les trouve, je veux bien les lire et les recevoir, mais on a très peu d'études scientifiques sur le plaisir. Or, c'est la première chose qu'on observe, qu'on voit, qu'on sait quand on est psychologue ou lecteur pour les jeunes enfants ou professionnels de la petite enfance, c'est qu'il y a un énorme plaisir de partage pour l'enfant et les parents. Plaisir de partage, et vous parlez d'une spirale, je vous cite, interactionnelle du plaisir. Oui. Tout le monde se donne... Oui, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de dire qu'en fait, il y a au moins 3 personnes quand on lit à un jeune enfant ou un bébé. Il y a le parent qui lit ou l'adulte lecteur, qui est souvent une figure d'attachement, mais pas toujours, le bébé ou le jeune enfant. Et en fait, il y a l'enfant intérieur à qui on a lu des histoires ou qui adorait qu'on lui lise des histoires. Ce livre, vous êtes venu avec en plateau, Vous pouvez nous le montrer, il est magnifique. Regardez, Nouvelles héroïnes, les 20 femmes d'aujourd'hui. Et toi, publié chez Larousse Jeunesse. Quels sont là aussi les messages clés quelque part que vous souhaitez transmettre à travers ce livre? Vous abordez d'ailleurs dans ce livre et dans votre podcast des sujets difficiles, parfois abordés avec les enfants, comme le consentement, les violences sexuelles, le cycle menstruel. C'est crucial de parler aux enfants de ces sujets et ceux des plus jeunes âges. C'est ce que vous faites aussi avec ce livre. C'était l'un des messages que vous souhaitez porter? Oui, je parle de harcèlement scolaire, je parle effectivement de cette notion de consentement avec des mots, comme vous disiez en introduction, des mots simples par l'histoire. Parce que, et par le vécu. Donc en fait, c'est intéressant ça, pardon, je vous coupe, mais pourquoi le fait de raconter des histoires est le vecteur, le moyen que vous avez choisi auprès de ces jeunes? Est-ce que c'est parce qu'on se souvient plus d'histoires que de faits? Parce qu'il y a une sorte d'ancrage dans la réalité. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi sans modèle qui me ressemblait. Et en fait, plus on va raconter ces histoires de filles, d'enfants, à qui on va pouvoir s'identifier, plus ça va nous inspirer dans notre vécu à nous. Ça va nous donner ça va, en tant qu'enfant, ça va nous donner de la force pour croire en nous, et aussi pour les parents. Parce que pour les parents, c'est autant d'histoires qui sont beaucoup plus faciles à raconter. Ce n'est pas tabou, c'est plus simple que de raconter, de prendre un dictionnaire, ou voilà. Voilà, c'est dans cette histoire-là qu'on raconte comment Louane elle est sortie de cette situation d'harcèlement à l'école, comment on parle de la notion de consentement, comment on parle des différences. En termes d'orientation, quelle est la dimension de l'Olympiade des métiers et dans quelle mesure c'est un temps fort de votre année? C'est formidable. Les Olympiades des métiers, qu'est-ce que c'est? C'est rassembler dans un lieu. Si vous connaissez le grand hall d'exposition de Bordeaux, des centaines de mètres, imaginez là tous les métiers de la région, manuel, de bouche, la maçonnerie, l'ébénisterie, etc., des jeunes en train d'exercer leur métier, pendant que d'autres jeunes des collèges viennent visiter, parler d'orientation. Vous pouvez faire des discours, vous pouvez donner des brochures, mais voir un jeune qui s'épanouit en train d'exercer son métier, d'exercer ses talents. Il le garde dans la tête et pas forcément la brochure dans le sac, quoi. Eh non. Alors la brochure, elle sera utile. Bien sûr. Mais surtout, elle viendra accompagner le rêve qu'on a su créer. Et pour attirer des jeunes vers des... Vous savez, on dit toujours les jeunes sont motivés par le sens, mais c'est vrai. Lorsqu'on voit un jeune exercer son métier, c'est le sens de son geste qui apparaît. À quoi ça va servir? Quelle est la dimension sociale? Comment on s'y épanouit? Et donc ces Olympiades... Est-ce qu'il y a du boulot? Oui. Non, mais il y a du boulot. Accessoirement. Mais le boulot, il y en a. C'est ça le problème. Je sais qu'ils sont très préoccupés par... Cette génération est très préoccupée effectivement par leur avenir oui. et les débouchés. Et donc c'est vrai que de voir quelqu'un travailler le bois, ça va être magnifique, mais de se dire, est-ce que je vais avoir du travail? Mais il y a du travail. Là, sincèrement, dans tous ces métiers, il y a beaucoup de travail. Quand on lit LIT, on se lit LIE. Derrière, il y a ce fameux, et vous avez déjà prononcé le mot, ce fameux attachement. Et l'attachement, on le rappelle, toutes les théories de l'attachement, c'est absolument essentiel à la construction de l'enfant. Ça recouvre quoi? Ça veut dire quoi au juste?
Si vous voulez, comment ça veut dire quoi le lien d'attachement? La théorie d'attachement. La théorie d'attachement, c'est essentiel, on pourrait y passer beaucoup de temps. Mais en tout cas, c'est tout ce qui concerne le nid affectif du tout petit. Et c'est ce qui va faire qu'il va pouvoir se sécuriser et ensuite qu'il va pouvoir explorer le monde. Donc les liens d'attachement, c'est évidemment d'abord avec les figures parentales, les liens d'attachement primaires avec la maman et le papa, ou la maman, ou le papa, mamans, le papa. et voilà, Bien sûr, on a toutes sortes de figures possibles. Et puis, il y a aussi tout ce qui est figure d'attachement secondaire. Donc, ça va être les professionnels de la petite enfance, les assistantes maternelles, les professionnels de crèche. Ça va être après les enseignants, les maîtresses, les maîtres, etc. Et puis, un tas de personnes qu'il va rencontrer. Mais le jeune enfant, il a besoin de très peu de figures d'attachement. Et ça, c'est un ancrage indispensable. Vous ne pouvez pas faire sans. Et il cherche en permanence l'assentiment de ces figures d'attachement, c'est absolument essentiel pour lui. C'est ce qui, quand il fait quelque chose, souvent, alors on le dit en langage très vulgaire, en disant c'est pour faire plaisir à papa et à maman, mais c'est vraiment ça qu'il y a derrière. Alors, faire plaisir, mais bon, on espère qu'il ne fait pas les choses que pour faire plaisir, parce que sinon on part sur d'autres choses. Je parle vraiment des tout petits, là, en fait. Oui, vraiment les tout petits. En tout cas, il va regarder tout ce que fait la figure d'attachement. C'est ça. Il va s'appuyer. C'est le point de repère. Voilà. C'est la fin de notre émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Shirley, d'avoir participé également au Grand JT. Merci à toute l'équipe en régie. Aussi à la réalisation, c'est Xavier Sanchez. Le son, Héloïse Merlin. Le maquillage, Laure Audemont. Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. On se retrouve, bien entendu, demain. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.